Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dédié aux avocats qui s'intéressent à la transmission et à la formation continue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité juridique, l'intelligence artificielle et son impact sur la profession. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Bouillon de SideQuest, une startup qui conjugue innovation, entrepreneuriat et pédagogie et qui accompagne les avocats dans leur pratique quotidienne. Nous avons découpé notre échange en deux parties et dans cette seconde partie, nous allons aborder des enjeux très concrets de la formation continue, l'objectif étant d'apporter des conseils pratiques à celles et ceux qui souhaitent à leur tour devenir formateurs et partager leur expertise. Ce podcast vous est présenté par Form.legal, la plateforme qui révolutionne l'accès à la formation juridique. Sur Form.legal, les professionnels du droit peuvent créer, vendre et diffuser leur formation en toute autonomie. C'est simple et sans intermédiaire. Vous gérez vos contenus, vos tarifs, vos clients, comme sur Airbnb, mais pour la formation juridique. Que vous soyez formateur ou simplement à la recherche de formations de qualité, rendez-vous sur Form.legal, la marketplace 100% dédiée au savoir juridique. Mathieu, bonjour. Bonjour Raphaël. Après, on peut parler des trucs comme Génial et les solutions de recherche dans le fond qui ont une architecture particulière qui, elle, leur permet d'accéder au texte de droit, mais dans GPT et les autres, n'attendez pas qu'elles comprennent le droit. C'est pas pour ça que vous allez l'utiliser. Et si vous le faites, vous allez dans le mur. C'est normal que ça marche pas. Pour transmettre ces notions qui sont vraiment fondamentales sur le plan, je dirais, de la pratique professionnelle, quelles sont les modalités pédagogiques qui ont bien fonctionné avec les avocats ou de manière générale les professionnels du droit que tu Ouais. as pu rencontrer? Bah, si tu veux, alors pour te donner du contexte, je pense qu'avec SideQuest sur l'IA uniquement, on a dû passer le cap des. On est assez content. On a passé le cap des 1000 avocats formés sur l'IA Oui, et c'est le. beaucoup sur 70 000 inscrits Ouais. au barreau, Ouais, à Andorre. on est assez fiers. Merci. En fait, ce qu'ils aiment, c'est la flexibilité sur les formats. On s'est rendu compte de ça, c'est-à-dire, la capacité d'avoir, des formats courts, des formats longs. Tu vois, chez SideQuest, par exemple, on va avoir, les grands-messes, donc les événements, du plus gros au plus petit. On va avoir des sessions d'université en présentiel et distanciel que les gens peuvent faire en distanciel. Là, on en a une, fin septembre, la semaine du 22 septembre avec plein de modules de différents niveaux sur l'IA. On va avoir, ça sort en replay. On a des docs, on a des petites vidéos aussi. Tous les prompts et tous les démos et les cas d'usage qu'on fait, on leur donne un doc dans lequel ils peuvent le refaire chez eux après la session. Il y a des séances pratiques pendant les sessions, il y a des séances collectives, individuelles, il y a des défis, des exercices. On leur met plein de trucs. Il y a aussi des modules d'e-learning, sur lesquels ils peuvent travailler en autonomie. Bon, bref, en Vous avez gros, essayé un petit peu de gamification? on y pense, on essaye. En fait, pour la gamification, mais c'est peut-être moi qui me fais une barrière, mentale. J'ai l'impression qu'il faut une plateforme pour l'accompagner un petit peu et aujourd'hui, on le fait en session autour des défis, quand on par exemple, je donne un exercice sur, comment résumer un contrat et le premier qui arrive, bon, bah, il y a un petit prix pendant la session, mais ça marche en présentiel. On n'a pas créé de la gamification à grande échelle encore. Mais Je ça fait comprends. partie des sujets sur lesquels parmi d'autres, sur lesquels on réfléchit aussi pas C'est mal, vrai, ouais. il faut réfléchir à ça. Nous, on l'a fait, mais dans un cadre, physique, c'est-à-dire dans une salle avec, tous les participants et là, c'est vrai que, l'engouement, il est vraiment, frappant, quoi. Ouais. Les gens sont très dubitatifs le matin et puis, ils se prennent au jeu, c'est le cas de le dire et puis à la fin, vraiment, on a une incroyable, dynamique et c'est vrai que j'ai pas encore, rencontré l'outil, probablement qu'il existe, qui permettrait d'émuler ça, en ligne. Bah, si tu veux, un des trucs qu'on fait, par exemple, quand on fait un contrôle de connaissances, en fin de session en systématique, donc c'est un quiz, chacun répond sur son téléphone. Et en fait, donc ça permet, nous, par rapport aux engagements qu'on a avec Calliope, le FIFPL et Bien tout ça, sûr. d'avoir. Bon, déjà, ça permet d'avoir du feedback sur est-ce que la pédagogie est bonne, est-ce qu'il y a de la transmission, est-ce qu'il y a des choses qui sont retenues, ça, stratégique pour faire évoluer nos formations dans la bonne direction. En deux, il y a une obligation réglementaire par rapport aux certifications que porte cette Quest.
Et en 3, ça permet aussi, une fois que tout le monde a répondu, on regarde ensemble les réponses et ça permet aussi de dire: «Bah, regardez, il y avait ce truc-là», on corrige en live sur les c'est pas juste une évaluation, froide, quoi. C'est une évaluation interac ils la font chacun de leur côté parce que c'est important que ce soit fait comme ça, mais Et derrière, vous on remet en rebondissez commun. dessus. Voilà et du coup, ça crée des conversations autour de ça. C'est pas de la gamification comme tu l'entends, mais c'est un début d'interactivité, y compris dans le contrôle des connaissances. D'après toi, les avocats, suivent-ils les formations par obligation ou par réel désir d'apprendre? C'est une question qui revient, Ouais. de manière incessante mais c'est surtout comment leur rendre la formation, appropriée et utile dans un laps de temps, relativement restreint. J'ai appelé Thibaut pour celle-là parce que je voulais partager mon ressenti avec son expérience de la formation sur d'autres sujets que l'IA et en fait, ce que me dit Thibaut, et je le partage, ça confirme un peu mon ressenti, c'est qu'en fait, il y a, l'obligation de formation, aujourd'hui, elle est très peu contrôlée chez les barreaux et en C'est ceux qui vrai. ont pas envie, ils ont pas envie, quoi. Donc on constate plutôt que les personnes qui sont là par envie, qui sont là pour apprendre, et en il s'avère que et là pour le coup, je contribue à ça, mais j'espère contribuer à ça, pardon. Mais j'apporte le crédit à Thibaut qui a créé le truc. SideQuest, c'est une vraie communauté qui les suit et on a pas mal de gens, ils sont vraiment, c'est pas 10 personnes, c'est beaucoup plus que ça, dès que SideQuest sort un nouveau format, peu importe le sujet, les gens viennent. Mmh. Parce que, parce que je pense qu'il y a une qualité dans la pédagogie, dans, le choix des formateurs, j'espère, et pas mal d'autres trucs dans la façon de dérouler ces formations et de les accompagner qui font que il y a un niveau de qualité qui est là, quoi. C'est C'est des c'est ça. des professionnels, il y a des ingés pédagogiques dans la boîte, le truc marche bien. Donc c'est rare qu'on ait des gens qui soient là par hasard, parfois les gens invitent d'autres, il y a du bouche à oreille et tout ça. Mais donc du coup, je pense qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas sur les formations auxquelles moi je participe et celles auxquelles j'assiste quand je vois d'autres formateurs parce que ça m'intéresse aussi sur d'autres sujets. Je vois que les gens sont vraiment là pour apprendre et dans ce OK, cas donc ça vous, en fait, vous attirez vraiment les gens qui sont intéressés, qui sont motivés par eux-mêmes et qui ont, voilà, cette motivation, interne. Heu, juste, un aparté, c'est que, l'année dernière en commission, formation continue, mmh lors de la grande rentrée des avocats, beaucoup de bâtonniers nous expliquaient, comme tu viens de l'expliquer, également que finalement, l'obligation de formation continue n'a pas de dents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mh. véritablement de sanctions à la clé et que les bâtonniers soucieux, ou soucieux de ne pas déplaire, à leur barreau, vont rarement, sanctionner. Ouais. Néanmoins, apparemment, à partir de maintenant, Ah. la sanction ce sera toujours pas pécunier, mais le bâtonnier aura la possibilité, de délivrer, un blâme et Oh, alors d'accord. à quel point ça ça va Ouais. ça je ne sais pas, mais c'est vrai que on sent que dans les barreaux, il y a un vrai souci, d'encourager, ils ne savent pas s'y prendre, je pense, de pas encore comment s'y prendre pour véritablement porter la formation continue. Il y a des heures de formation continue qui ne sont pas effectuées, on le sait, parce que Mmh dans les ateliers qu'on a mis en place, on pose nous cette question-là. On leur dit: «Vous savez, ça reste entre nous, combien d'entre vous ont fait les 20 heures?» Il y a des gens qui font 60 heures de formation continue par Ouais. an. Parce qu'ils adorent ça, parce que, ils délivrent des formations, ils reçoivent des formations, ils sont dedans. Ils ont même du mal à compter le nombre d'heures de formation continue qu'ils réalisent. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui font 2 3 heures, parce qu'ils se laissent absorber par le travail, qu'ils en voient pas l'intérêt. Voilà. Donc il y a vraiment un spectre incroyable Ouais d'avocats et d'approches différentes par rapport à et la un formation potentiel continue. pour aller chercher ceux qui sont un peu à la traîne aussi, hein. C'est ça. Alors je pense pas que l'approche, tu sais, punitive, Non. porte ses fruits. J'y crois pas du tout. Je pense que comme tu viens de l'expliquer, vous avez réussi à cette quest à attirer les gens par la qualité, le suivi, et donc c'est ça qui paye finalement. C'est ça. Après, il y a quand même un petit boulot de fond de veille sur, 2 dimensions, quoi. La matière en tant que telle, sur l'IA, je suis en veille permanente, je me suis forcé, alors ça me rend d'autres services, mais je me suis forcé à écrire une newsletter, hebdomadaire, qui me prend beaucoup de temps à faire sur, l'évolution de l'IA dans le droit, les grands sujets, le réglementaire et tout ça, ne serait-ce que pour m'obliger à être en ultra veille et sur les technos et On sur les mettra conté le lien ah, sous la c'est sympa. vidéo. Ouais. Je te remercie. Donc je suis obligé d'être en ultra pointe là-dessus et en même temps sur la pédagogie aussi de l'autre côté,
quelles sont les nouvelles approches, le social learning, le snacking, tous ces trucs-là sur lesquels on travaille beaucoup, pour être à chaque fois, aligné avec les attentes des gens ou leur proposer des choses pour les surprendre un peu et créer de l'intérêt, quoi. Faut proposer les outils, il faut rendre les trucs interactifs, on fait par exemple, on fait des sondages en direct qui n'ont aucun impact dans l'évaluation pendant D'accord. on en parlait tout à l'heure et j'ai Ouais. plus pensé à cet exemple-là, mais sur des sessions, je parle d'un sujet, rapidement, puis hop: «Et vous?» Et donc là, on pose la question, les gens votent et les trucs s'inscrivent en direct et ça ouvre une conversation et après, c'est ma touche à moi parce que, si je mets pas des blagues dans les trucs, je suis malheureux à la fin de la journée, mais quand tu mets un sondage avec, 5 items, la cinquième question, c'est toujours un truc, complètement, Oui, ou la réponse absurde. D. Bah, exactement, c'est exactement cette idée-là, et du coup, tu as un brise-glace, tu as un truc, les gens, du coup, ont envie de lire les réponses, du coup, ça leur donne un intérêt à participer. Bref, c'est des petits trucs comme ça. C'est Ça ça, fait pas une formation, hein, c'est ça. mais ça permet de créer des petits moments un peu de liant, quoi. Quelles sont les petites résistances ou quand même malgré tout les difficultés que tu as pu rencontrer, en tant que formateur? Hem, alors, j'ai il y a un truc qui est indispensable et c'est parfois compliqué à mettre en œuvre, c'est que les avocats ont besoin de cas pratiques, du quotidien, de leur quotidien, souvent sur leur matière. Quand je fais des formations ad hoc dans un cabinet, ça se passe bien parce que, soit je connais le cabinet et j'ai fait mes devoirs, soit j'ai discuté avant avec eux et ils m'ont D'accord. donné des docs internes sur lesquels on Oui. joue et là, c'est caviar parce qu'ils se reconnaissent dans le truc. Quand on fait une formation side quest où les gens s'inscrivent et on va avoir, Plus générique? ouais, c'est ça, tu as du travailliste, tu as des pénalistes, tu du corporate, ils sont tous là. Je leur montre un cas d'usage où j'ai créé un bot qui génère des contrats de travail, les 3 qui font du droit social sont aux anges et les autres s'ennuient. Et alors, mais imaginez que ça fait aussi des pactes d'associés, on s'en fiche. Et en fait, je me rends compte que et c'est ma faute, hein, l'IA, c'est déjà tellement non intuitif quand tu y es pas, quand tu découvres, hein. C'est déjà tellement contre-intuitif et tellement bizarre que si en plus tu fais on switch leur façon de travailler, donc on fait déjà un pas de côté et ensuite j'en fais un deuxième parce que j'utilise un sujet qui est pas le Matière, leur, je les mets trop loin. Moi, je pensais que c'est bon et vous savez, vous faites des contrats les gars, vous vous projetez. En c'est fait, ça, non, analogie quoi. voilà et donc je suis obligé de multiplier les cas d'usage ou en tout cas dans une formation de 3 heures, je vais montrer, 5 trucs, peu importe les trucs. Bah, le premier truc, il faut que ce soit du social, le deuxième, il faut que ce soit du corpo, le troisième, il faut que ce soit tu vois, il faut que je balaye tous les cas Je comprends. Donc tu es en et train de dire que, finalement ton audience, elle, ne présume pas qu'elle va être capable de projeter ce que tu es en train de dire sur son domaine et de ouais, procéder par analogie nécessairement. Parce qu'il y a une double démarche. Pas de côté IA et ensuite, une c'est autre ça. matière. C'est trop à S la fois. Ils Si sont tu pas veux, cognitifs. au basket, on appelle un pivot, c'est quand tu es obligé de dribbler, pardon pour l'analogie, hein, mais j'ai un peu joué au basket avant. Tu dribbles et puis tu peux pas marcher en tenant le ballon, faut dribbler, sinon, on siffle et tu perds le ballon. Mais tu as le droit de faire un truc qui s'appelle le pivot. Le pivot, c'est tu gardes un pied par terre, tu bouges pas et tu peux tourner autour de ton pied. Tu vois? Tu pars pas chasser, tu tournes autour de ton pied pour te retourner et faire une passe à l'arrière. Mais tu dois garder un pied ancré dans le sol. En fait, là, ce qu'on demande aux avocats quand on leur fait de l'IA, c'est de leur dire: «Votre pied qui va bouger, c'est la façon de bosser», puisque tout à coup, vous arrêtez de bosser dans Word, vous arrêtez pas, mais vous allez évoluer dans votre façon de rédiger, d'analyser ou de construire vos conclusions, peu importe. Mais si tu leur gardes pas un pied ancré sur leur matière, là, tu les paumes et C'est ça. donc c'est erreur de débutant, hein. Mmh. OK, je vais vous emmener loin, mais il vous faut un point d'ancrage. Donc comme ça va pas être la façon de travailler, autant que ce soit votre matière et Ça donc veut du coup, dire ça qu'en m'a amont, bon, quand tu interviens en cabinet, donc effectivement, tu as pu travailler, ouais, on t'a donné des documents, tu sais dans quelle matière, même au pluriel, tu vas c'est intervenir. ça. Et quand tu es sur une formation, avec une audience plus large, plus diversifiée, là, c'est à toi de diversifier toi-même tes exemples pour, essayer de coller à l'audience, c'est ça? Exactement et ça m'a demandé un boulot, en fait, construire un cas en IA, ça prend un peu de temps parce que tu le construis, tu trouves les docs, puis tu dois le tester pas mal de fois pour être sûr qu'en démo, ça fait bien ce que tu as envie que ça fasse, même s'il y a un caractère aléatoire, globalement, ça va. Mais du coup, ben, pour montrer un automatiseur de contrat, en faire un, ça me prend 3 heures. J'en ai fait 4 quoi. J'en ai fait un sur les packs, j'en ai fait un sur les contrats de travail, j'en ai fait un sur les conventions de divorce, tu vois? C'est pour à chaque fois avoir, je regarde un peu la majorité des gens dans la salle et je leur dis: «Bah, tiens vous», ou je regarde avant sur la liste des inscrits un petit peu les matières.
Je dis: «Bah, vous, là, je vais vous faire du droit de la famille, quoi. Je pense que ça a plus de sens par rapport à l'audience et puis le cas d'après, je switcherai sur du corpo». Mais je on est vraiment obligé de ça. Les quand on globalement, les évals qu'on a sur les formations SEDQuest sont plutôt très bonnes, mais quand on leur demande des pistes d'amélioration, Ouais, les c'est retours, ça qui revient, quoi. C'est, c'est ça qui revient. j'ai pas eu à manger dans ma matière. OK, waouh, intéressant. Alors, quel autre conseil tu donnerais, on va bientôt, finir et ce sera Ouais. probablement la dernière question. Quel autre conseil tu donnerais à un avocat qui lui envisage de passer le cap, qui a énormément d'expérience? Moi, j'ai parlé à des avocats, qui ont 20 ans, par exemple, d'expérience dans le droit de la famille, donc Ouais. elles ont forcément des choses à dire et quand on commence à discuter avec elles, c'est incroyable, les connaissances et l'expérience qu'elles peuvent charrier, mais qui n'ont pas encore passé, le cap de devenir avocat et de transmettre toute cette expérience, toutes ces connaissances, heu, parce qu'il y a un aspect administratif qui est lourd, mais pas uniquement. Il y a aussi une peur dans, «J'ai jamais, délivré de formation, je ne suis pas pédagogue» et cetera. Comment faire? Quel conseil tu donnerais à cette personne-là qui voudrait passer le cap et devenir formatrice ou formateur? Alors, tu l'as un peu dit, le meilleur formateur du monde, c'est celui qui est fort sur 3 niveaux. Il y a la connaissance de sa matière évidemment, mais ça pour les avocats, on va considérer que c'est les avocats qui veulent passer à la formation, on va considérer que c'est un acquis. C'est même vrai, je dirais, pour les jeunes avocats ou Oui, les jeunes juristes qui sortent et qui sont ultra spécialisés dans un carrément. domaine. Moi, je connais quelqu'un qui, sort d'une formation RGPD, confidentialité et cetera. Mmh. Au bout d'un an, il donne déjà des formations d'entreprise. Donc ça, c'est aussi, Évidemment. contre-intuitif, mais voilà. Tu peux avoir un syndrome de l'imposteur, mais il faut le dépasser assez vite en se disant: «OK, la connaissance, je l'ai. Eux, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont pas». Certains vont peut-être on a toujours dans l'audience quelqu'un qui a un pic d'expertise sur certains trucs, mais pas forcément Ouais. sur tout et il y a une autre façon de l'amener qui peut même si on va pas lui apprendre beaucoup, on va le conforter dans certaines, hypothèses qu'il avait formulées ou certaines certitudes, donc ça a toujours de l'utilité. Quand vous avez la matière et le fond pour vous, c'est presque le plus important, mais c'est pas suffisant. Il y a un deuxième volet qui est un peu la capacité de parler en public et ça, la seule façon de régler ça, c'est, de s'entraîner, d'en faire, soit dans des petits comités, soit au sein du cabinet, soit de s'entraîner, faire les premières peut-être, sur des, dans des avec des publics qui sont bienveillants, des clients proches. «Ah mais tiens, il y a un truc qui s'est passé, je peux venir vous le raconter au cabinet, il y a pas vraiment d'enjeu, je vous le facture pas ou je vous le facture pas cher». Pour l'interne, c'est hyper bien, ça permet aussi de se dépasser un petit peu sur ça. Donc c'est vraiment la capacité de parler devant des gens de sa matière et de son sujet. Ça oblige aussi à se mettre à la place d'eux et à se dire comment ils le comprendraient, comment je le simplifie, parce que je peux pas leur enfin, il y a des choses qui sont un peu complexes à transmettre. En tout cas, voilà, ça vaut le coup. Ça, c'est l'entraînement. L'entraînement et Procéder demander par étapes, aller crescendo ouais. et confronter sa peur en le faisant, tout ça Et demander du feedback, vachement important. Ah, et ça le pique un peu feedback. au début. Les gens disent: «Ah mais là, tu vois, ça, c'était vachement bien». La deuxième partie, j'ai moins compris parce que tu es vraiment rentré très profond dans les détails techniques qui sont vachement intéressants, mais peut-être qu'on n'avait pas besoin de ça en premier niveau. Ah OK, je le note, OK, voilà. J'ai Et ap remarqué dans mon expérience que les gens, quand ils offrent du feedback, sont de manière générale très bienveillants. je confirme. Donc, quoi, les gens vont vous parler, vont vous donner des choses, enrichissantes, hein, pour, les prochaines sessions pour vous, mais c'est généralement très bienveillant. Et la boucle de feedback, c'est aussi un entraînement perso à accepter le feedback qui après, devient naturel. C'est-à-dire que les premières fois, c'est un peu dans la douleur, surtout quand on a le pire cas, c'est quand on est assez fier de ce qu'on a fait, qu'on a l'impression qu'on a un peu d'ego et qu'on a l'impression, qu'on a fait un truc canon et que les gens viennent dire: «Franchement, c'était hyper bien, mais» et là, au début, ça pique un peu, pour l'avoir vécu. Mais en D'accord. fait, très vite, quand on arrive un peu à enterrer l'ego, je pense que c'est la maturité chez moi qui m'a aidé à ça et qu'on privilégie un petit peu la qualité du truc et qu'on se dit: «Bah, le celle d'après sera meilleure» et je ne suis que dans de l'amélioration continue. Maintenant, même quand c'est négatif, je l'accueille, positivement en me disant: «Waouh, merci, une opportunité de faire mieux la prochaine fois». Mais, c'est pas je veux pas dire à tout le monde: «Faites-le, c'est facile». Ça met un peu de temps d'avoir d'être capable d'accepter le feedback avec, mais il faut quand même le faire, il faut le faire dès le début et plus vite vous le faites, plus vite vous l'accepterez et meilleures seront vos formations les unes après les autres et après derrière, ça déroule pas mal. Ça Donc déroule pas mal et je pense même que délivrer des formations, c'est une activité qui est un peu addictive. ah ouais,
Ah ouais, ouais, je confirme. il faut C'est le dire. l'étoile dans les en fait, pour tout te dire, dans mon parcours, j'ai eu une agence de com digital, entre 2007 et 2017 et dans le cadre de cette agence, il y a une école de commerce post-bac qui m'a demandé d'animer, enfin, pas d'animer, de monter tout le cours de marketing digital à l'année. J'ai fait ça pendant 3 ans. Donc j'avais des étudiants de 20 ans, dans des classes, j'avais, 6 heures par semaine et je l'ai fait et là, j'ai c'est ça m'a il y a un truc aussi, ah oui, c'est hyper important. Si vous avez l'activité de formation à côté d'une activité de l'exercice de votre métier, par ailleurs, moi, quand j'ai commencé la formation avec ces élèves-là, peu importe par quoi vous commencez, hein, si je ne dis pas aller dans les écoles, mais le jour où j'ai commencé à faire ces formations, il y a eu un avant et un après mes communications avec mes propres clients. C'est-à-dire qu'avant, j'avais D'accord. un rapport à mes Tu peux clients. détailler ça? Ouais. Je bossais pour des marques comme Coca, mes clients c'était Coca, Heineken, j'avais BlackBerry à la bonne époque et en fait, dans la communication, tu es sans arrêt en compétition. Il y a une marque qui a un budget pour lancer un produit, elle voit 3, 4, 5 agences, chacun vient défendre, sa stratégie et tu es choisi ou tu es pas choisi. Avant, on en faisait, on avait un gagné-perdu qui était, je sais pas, peut-être on en gagnait, 1 sur 5, un truc comme ça, quand on participait. Pendant ce temps, bah, on me propose de faire, ces formations, je les fais, enfin ce cours plutôt, je le fais, j'apprends à reformuler tout ce que j'ai en tête, dans des cours un peu structurés. J'apprends à parler à des gamins de 20 ans qui ont pas envie d'être là, heu, donc il faut leur faire des blagues, il faut leur faire des cas réels, il faut leur donner des exemples qu'ils comprennent et tout ça et il faut apprendre aussi à les intéresser. Je dis pas que j'étais bon dès le début, mais en tout cas, j'ai fait mon petit chemin pour essayer de progresser et quand je suis sorti de ça, je pense à la fin de la première année, je me suis rendu compte que quand j'arrivais devant des clients pour défendre dans mon agence à moi, mes pitchs, tout à coup, les gens me regardaient d'une autre manière. Je les voyais hocher la tête. Tu sais, quand tu vois le langage non verbal où les gens te C'est regardent ça. et ils font oui de la tête sans s'en rendre compte. Genre: «Waouh, c'est vachement bien ce qu'ils racontent». Sur le fond, j'avais pas tellement progressé sur ma matière, si tu veux, mais sur la forme, ce que j'ai appris dans ces formations avec ces gamins, très sympa d'ailleurs, j'en vois encore, hein, ben, ça a transformé ma façon de communiquer à mes clients et de me vendre. Et tout à coup, mon taux de transformation gagné-perdu en compète, on est passé de 1/4, je pense, à presque 1/2, un peu moins. Parce que, dans la façon de raconter, même dans la façon de construire les propositions, OK, j'aurais envie de leur raconter ça, mais il faut que je les emmène à mon idée, il faut que je fasse un peu de storytelling. Je fais pas juste une proposition commerciale, je vais leur raconter une histoire et quand on va pitcher, on va générer des émotions. Tiens, on va faire ça, comme dans les cours. Sinon ça les intéresse pas. Et donc ça m'a transformé dans mon rapport au client et après j'ai eu envie de faire des conférences parce que ça m'a donné envie d'aller parler à des gens et tout. Donc tu vois, c'est un cercle vertueux C'est un qui cercle retombe vertueux. sur tous les autres pans de ta pratique finalement, quoi. C'est ça, donc le fait d'être formateur, c'est pas uniquement, de transmettre du savoir, finalement à tes pairs, mais là, ça va se transmettre, se traduire par une meilleure relation client Ouais, et carrément. finalement une performance, de ton cabinet, qui va aller, Sans aucune hésitation. vers la croissance. Si tu et d'ailleurs, je trouve ça, alors il y a plein de gens qui ne sont que formateurs et c'est très bien et cetera, tout ça. Et tant mieux et je veux pas du tout, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais choix, mais quand tu es formateur et autre chose, tu as un bonus en plus. C'est-à-dire que ça améliore ta façon de faire l'autre truc, en tout cas dans ta communication sur l'autre truc. Mais ta capacité de convaincre, ta capacité de closer quand tu as un client qui est quand tu un client qui est enfin, si tu un client qui t'expose une problématique technique sur un problème juridique qu'il a, tu vas voir, 3 avocats en premier rendez-vous, toi en tant que justiciable, tu vas peut-être, est-ce que tu vas être convaincu par celui qui a la meilleure stratégie juridique, sachant que tu ne sais pas la juger? Ou par celui qui va être le plus rassurant, le plus pédagogue et le plus clair? Bah, non, tu vas malheureusement, on fait pas des choix sur une base, très objective, on fait des choix sur des bases parfois subjectives. Les Émotionnel, formateurs, les gens qui de ont perçu. l'habitude de parler en public vont convaincre plus, même si c'est pas les meilleurs juristes derrière. Donc ça aide. J'avais à travailler pour un avocat, qui s'appelait, Singer, un avocat dont la pratique était essentiellement, le droit des marques. Mmh. Donc, dans un cabinet, français qui s'appelle Oppenheimer, Wolf& Donnelly, enfin, cabinet américain, mais Ouais. présent sur la place de Paris. Et il avait une réputation incroyable parce que lui, il était, très didactique et très lent. Alors Ah. tout le monde dans le cabinet me disait: «Ah, il y a, l'avocat, qui va, plaider», parce que je lui dis: «Vous allez où tous là? Il y a pas de boulot aujourd'hui?» Ils m'ont dit: «Non, on va en audience». Mais
Où ça? Eh ben, on va écouter, Maître Singer, donc je me trompe peut-être sur son nom, c'était il Ouais. y a une vingtaine d'années et on va l'écouter, parce que, il gagne tous ses procès. Alors, j'étais fasciné, ils m'ont expliqué, c'est simple, il prend le juge par la main, il parle lentement, il lui raconte une histoire Ah, c'est ça. et c'est ça et au fur et à mesure, toi-même dans l'audience, tu es gagné par, son narratif et à la fin de la plaidoirie, tu te dis tout simplement: «Il ne peut pas en être autrement». Ouais. À aucun moment il a utilisé un vocabulaire, compliqué, des phrases alambiquées et cetera. C'était simplicine et effectivement, il aurait pu délivrer, cette plaidoirie, à des élèves, de troisième année de droit. Il y avait pas besoin de connaissances et c'était absolument fascinant, quoi. C'est parce il était impactant parce qu'il formait aussi. À côté de ça, il formait Ah, énormément mais de c'est ses sûr. pairs. Et donc pour terminer sur mon analogie tout à l'heure, il y a 3 volets de compétences pour être un bon formateur. Il y a la matière, le fond, OK, la capacité de parler en public sans avoir peur, et il y a la partie pédagogie, et ça, il y a pas de secret. La partie pédagogie, en fait, c'est la capacité de transmettre et qu'il en reste quelque chose, que ça ait été utile pour l'apprenant, et ça, il y a plusieurs façons de faire ce truc-là. En fait, en gros, il faut pas perdre de vue que la forme, je dirais pas a autant d'importance que le fond, mais dans la transmission, un petit peu. C'est un parti pris, mais moi, j'ai tendance en c'est une erreur que je faisais au début et que j'essaie de corriger. Je vais en donner moins, mais je vais en donner mieux. On a tendance à vouloir surcharger pour donner de la valeur au client, mais on a un client qui ressort avec une tête farcie et qui se dit: «Pouah, il y en avait trop, j'ai rien retenu». Du coup, C'est ça, maintenant, j'ai un parti important ce que pris, tu dis. ouais, j'ai un parti pris plus radical en me disant: «OK». J'ai presque un dans, dans l'armée, ils disent, l'état final attendu, l'état final Absolument. recherché. L'état final recherché, c'est Le HR. qu'ils ressortent avec 3 idées clés qu'ils peuvent mettre en application demain. En IA, je pourrais en sortir 20, mais s'ils en retiennent 3, c'est bien. Donc je vais me focus sur ces 3 là, et pour ceux qui ont encore faim et qui ont déjà compris, je mets un bonus à la fin, et ça, c'est le dessert. Tu prends pas. Si tu as plus faim, tu es pas obligé de le manger, mais au moins goûter mon entrée et mon plat, quoi. Il y a l'approche anglo-saxonne, qui me plaît beaucoup, que j'avais découvert, Mmh. donc à Manchester, où chaque prof du MBA avait plus ou moins la même méthode, c'est-à-dire que début du cours ou début de la formation, on va parler de ABC. Milieu du cours, je vous parle de ABC. Fin du cours, je vous ai parlé de ABC et ben, mine de rien, Ouais, ils font ça ça vachement. cadrait ouais, ça cadrait énormément et on retrouvait les 3 points et on ressortait de là avec un sentiment d'acquisition de connaissances. Non, mais c'est pour ça, pour le coup, les anglo-saxons sont vraiment meilleurs que nous sur la structuration des discours et la sursimplification, et on a tendance à dire, enfin, nous, en bon littéraire, ou pas d'ailleurs, mais en bon, enfin, avec la culture académie française, on se dit: «Mais, il y a un appauvrissement du discours, la moitié des idées sont pas transmises». Oui, mais des idées ont été transmises, et le biais que je vois sur des formateurs, mais 1000 fois meilleurs que moi sur beaucoup, beaucoup de sujets, c'est c'est le manque de transmission. Pour te donner, une analogie, après mon bac, je voulais être ingénieur et je suis parti en fac de sciences D'accord. pour faire un DUG de maths, ça existe plus les DUG, mais pour intégrer une école d'ingénieur en admission parallèle hors prépa, peu importe, et j'avais un amphi, et le prof de maths que j'avais était un enseignant-chercheur, alors pas de médaille Phelps, pas le prix Nobel, mais le cran d'en dessous, tu vois? Le mec, c'était une OK. sommité. Ses cours de maths étaient imbitables, mais imbitables. Tout le monde décrochait, c'était très compliqué. Je pense qu'il a mis beaucoup de gens sur le carreau. Moi, j'ai lâché l'affaire. Après, je suis parti dans des formations plus accompagnées, type IUT, école de commerce, où là, pour le coup, tu as plus de pédagogie. Ce que je veux dire là, c'est que ces 2 approches, la mienne, c'est: il vaut mieux moins mieux que beaucoup pas du tout. Concentrons sur les idées clés, les choses que votre client pourra activer demain. À vouloir trop en mettre, on génère de l'indigestion, quoi. Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci Mathieu, c'était vraiment passionnant. Je crois Oh, qu'on va faire 2 demi-heures parce qu'on avait finalement j'ai pas on regardé le avait temps. on avait beaucoup de choses à dire donc je pense qu'on fera, partie 1, partie 2 et puis, moi j'ai trouvé ça, très inspirant. Tu as énormément Je te d'expérience. remercie. Heu, je dirais que à notre audience, si vous êtes avocat ou professionnel du droit, que vous vous interrogez sur la meilleure manière de transmettre vos connaissances, ben, j'espère que cette conversation avec Mathieu vous aura donné des pistes concrètes
parce qu'il est allé dans le détail pour franchir le pas. La formation est non seulement une obligation, mais c'est surtout une formidable opportunité pour développer de nouvelles compétences, renforcer sa pratique et, comme tu l'as dit Mathieu, avoir un nouveau relationnel avec ses clients, contribuer à l'évolution de la profession juridique au sens large du terme. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast, à nous laisser vos retours et surtout à continuer de cultiver votre curiosité. Merci Raphaël, au revoir.